Ces groupes-là, c'est peine perdue pour eux? Comment ils font pour communiquer? Le public est prêt à comprendre qu'une entreprise n'est pas parfaite. Aujourd'hui, elles ont tendance à nous présenter comme si elles avaient franchi une ligne d'arrivée, les bras au ciel, elles disent ça y est, j'ai réussi, j'ai 25% de métaux recyclés dans mon téléphone, alors qu'en fait on attend d'autres choses. Il est vrai que le numérique a le potentiel de rendre nos modèles de production plus vertueux. Aujourd'hui, c'est bien la technologie qui est présentée comme la meilleure candidate pour tenir la barre face à l'urgence climatique. À la croisée des mondes entre le libéralisme décomplexé et l'imaginaire transhumaniste se trouvent les tenants de la croissance verte, qui défendent un idéal d'efficience énergétique à même de concilier rentabilité et responsabilité. Mathieu Janich, enseignant-chercheur en marketing et communication responsable à Sciences Po, est ici pour nous partager les bonnes pratiques et aider les entreprises à mieux communiquer sans tomber dans la surenchère écologique. Bonjour Mathieu. Bonjour Pierre. Il y a des marques dont le modèle n'est a priori pas très polluant, qui tombent quand même dans les travers de la surenchère. Effectivement, on assiste à une deuxième vague de greenwashing en France depuis, on va dire, 3-4 ans, avec un grand nombre d'entreprises qui prennent la parole sur ces sujets-là et qui, par incohérence ou méconnaissance des règles déontologiques, tombent dans le greenwashing. À chaque fois, c'est un argument qui va être trompeur, une allégation qui est globalisante. On va dire, par exemple, dans le cas de la Camif, ça va être un matelas qui est écologique, ou dans le cas de Patagonia, un vêtement qui protège la nature ou qui protège les océans. Alors bien sûr, les produits qui sont proposés par ces marques-là, elles ont un moindre impact écologique, mais ce n'est pas pour ça que ça en fait des produits écologiques en soi. Un produit, en tant que tel, il a forcément des impacts négatifs. Donc c'est vraiment une question de dosage des allégations. Après, il y a des exemples qui sont un peu plus virulents, comme le fait d'acheter une bouteille de butane qui est compensée en carbone. Oui, ben là, c'est nous faire croire que acheter une bouteille de gaz, c'est un geste qui va protéger la planète. C'est totalement faux. C'est déjà une énergie fossile, donc ça ne peut pas être positif pour l'environnement. Je pense qu'on a besoin d'entreprises qui vont s'engager sincèrement, donc qui vont avoir une bonne connaissance de leurs différents impacts, à la fois sur l'environnement, sur l'aspect social et sociétal, qui vont mettre en place des plans d'action pour réduire ces impacts et qui vont communiquer de manière honnête, transparente, en disant bien sûr ce qu'elles ont réussi à faire, mais aussi en ayant le courage de présenter leurs limites, les difficultés rencontrées. Et ça va permettre de renforcer la crédibilité entre le discours des marques et le public. Et niveau régulation, là, on sait qu'il y a l'ARPP, Autorité de régulation professionnelle de la publicité. De la publicité, voilà. Donc elle a vraiment un rôle de régulation sur ces types de messages. Et il y a des nouvelles lois aussi qui entrent en vigueur. Oui, c'est-à-dire que comme dans tous les pays occidentaux, on a la filière publicité, donc les annonceurs, les agences, les diffuseurs, qui se sont mis d'accord pour définir ensemble les règles à respecter. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la soft law. Et là, on a, avec la dernière loi climat et résilience, et demain avec de nouvelles directives européennes, on a la loi, la vraie loi, qui commence à s'intéresser de plus en plus à cette question de l'utilisation abusive de l'argument écologique, qui associe le greenwashing comme pratique commerciale trompeuse. Et ça va donner lieu à des actions judiciaires, donc devant les tribunaux. Personnellement, vous vous occupez aussi de déposer des plaintes Oui, moi ce sont des plaintes, mais au niveau de l'autorégulation, donc auprès du jury déontologie publicitaire, donc c'est un jury qui est rattaché à l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. N'importe quel citoyen peut dénoncer une campagne qui ne respecte pas les règles déontologiques. Le jury se saisit des plaintes, récolte l'argumentaire aussi de l'annonceur, de l'agence, du média, et ensuite le jury va dire ah ben oui, la campagne elle respecte les règles, ou non, effectivement elle est contraire aux règles et elle ne peut plus être diffusée. Maintenant sur cette autorégulation là, il n'y a pas d'amende. La sanction est simplement de pointer du doigt les acteurs qui ne respectent pas les règles qu'ils se sont eux-mêmes fixées. Donc on est sur du name and shame. Demain, avec la loi climat et résilience, des ONG de protection des consommateurs ou de protection de l'environnement pourront déposer davantage de dossiers auprès des tribunaux. Et là, ce sont des procédures qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus longues, mais avec des sanctions beaucoup plus importantes. Et vous aviez une affaire, justement, celle avec le cas de Hyundai. C'est ça, c'était un jeu de mots avec Émission, une web-série avec plein de différents numéros en fait. Le titre laissait penser que l'utilisation d'un véhicule électrique n'émettait aucun gaz à effet de serre. Ce qui est faux, c'est vrai qu'en phase de roulage. Et puis, de mon point de vue, il y a tout un tas d'autres enjeux associés à la voiture électrique qui n'étaient vraiment pas abordés. Je voulais vous parler donc d'un livre qui a été publié par le journaliste Guillaume Pitron qui s'appelle L'enfer numérique et qui traite justement un peu des dérives de cette croissance verte. Il qualifie le numérique d'inframonde qui fonctionne à l'aide de machinistes de l'exode numérique bravant les lois de la physique pour que des milliards aient l'illusion d'en être affranchis. Est-ce que selon vous, on doit s'opposer plus fermement aux tenants de cette croissance verte qui entretiennent ce malentendu
entendu selon lequel le numérique n'aurait aucun impact matériel. Oui, je pense qu'il y a déjà une prise de conscience, mais qui grandit dans la population, sur le fait que le numérique présente un certain nombre d'avantages, mais ce n'est pas parce qu'on est sur du numérique qu'on est sur du virtuel. On a des impacts bien réels sur l'extraction des matières premières pour fabriquer tous les devices qu'on utilise, les réseaux, les serveurs, etc. Et donc en fait, c'est une pollution qui est devenue invisible pour nous. On a aussi toute la question de l'exploitation des données personnelles, par exemple, la multiplication des fake news. Voilà, c'est aussi ça, le numérique. Donc je pense que les gens en prennent de plus en plus conscience. Et puis il y a ce terme cette accolation de deux termes, croissance verte. Pour moi, c'est vraiment antinomique. On a besoin de définir quel modèle de développement qui soit plus soutenable. Donc je trouve ça intéressant de parler de développement parce qu'on s'éloigne du terme de croissance qui laisse à penser qu'on va devenir tous plus riches et on va pouvoir tous s'équiper de plein de matériel, etc. Il y a vraiment une question d'équité et de justice, non seulement nord-sud, mais aussi au sein même de la France. On a quand même des populations qui sont défavorisées et qu'il faut aussi accompagner vers cette société plus durable. Inclusion et sobriété, je pense que c'est un peu les maîtres mots. Oui. Et selon vous, ce mythe de la dématérialisation, il remonte à quand? J'ai envie de dire, il y a un peu déjà une décorrélation du lieu de production avec son moyen de consommation. Pour le mythe de la dématérialisation, ça a été amplifié. Je pense que c'est apparu aussi avec la désindustrialisation de nos pays occidentaux. Le fait qu'on s'est mis aussi à fabriquer, notamment en Chine, tous les produits qu'on consomme aujourd'hui en France. Et à titre personnel, je pense qu'on a beaucoup été marqué par toutes ces entreprises qui nous disaient faites un geste pour l'environnement et débarrassez-vous de la facture papier, passez à la facture électronique, etc. Et les gens ont gardé ça. On gardait en tête que le papier, c'est couper des arbres et ça pollue, et que le mail, c'est beaucoup moins impactant. On n'a pas de solution qui soit parfaite. Il n'y a pas de solution. Voilà. Oui. Il y a des options avec des arbitrages à faire, des avantages, des inconvénients. C'est moins confortable, c'est vrai, que de se dire que si je fais ça, je suis tranquille. Non, ça c'est pas possible. Je voulais faire référence aussi à un entretien que j'ai eu avec Frédéric Bordage, donc, qui est fondateur du collectif Green IT et co-initiateur de Negaoctare. C'est un référentiel permettant de mesurer l'impact des services numériques du moment de l'extraction des matières jusqu'au moment du recyclage. Pour lui, il est l'heure de sonner la fin du greenwashing et il faudrait mesurer plus précisément. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est ça un peu l'enjeu aujourd'hui ? Si on prend ne serait-ce que les métaux qui sont utilisés dans tous les appareils qu'on utilise, ils proviennent de différents endroits du monde, ils sont puisés, extraits de la terre par des personnes qui sont souvent mal payées, maltraitées, parfois des enfants. Et donc c'est important d'avoir des données objectives sur ces impacts-là. Et puis le public pourra dire aussi, je vais garder le plus longtemps possible mes appareils, parce que l'impact principal, il est lors de l'extraction et puis après lors de la fin de vie. Donc si je peux, moi, en tant que consommateur, garder mon téléphone 3 ans, 4 ans, plutôt que le changer tous les 23 mois, là, j'ai quand même une action significative. Vu que la technologie est à la fois un problème et une solution, on peut comprendre quand même que les marques soient un peu perdues, enfin en tout cas les marques offreurs de technologie soient un peu perdues dans leur manière de communiquer. Est-ce que ça veut dire que ces groupes-là, c'est peine perdue pour eux? Comment ils font pour communiquer? Le public est prêt à comprendre qu'une entreprise n'est pas parfaite. Elle va devoir faire des choix. L'idée, c'est que ces choix-là soient clairement présentés et que l'entreprise communique de façon transparente, honnête, sur son cheminement. Aujourd'hui, elles ont tendance à nous présenter comme si elles avaient franchi une ligne d'arrivée et elles nous disent, elles lèvent les bras au ciel, elles disent ça y est, j'ai réussi, j'ai 25% de métaux recyclés dans mon téléphone, alors qu'en fait on attend d'autres choses. On attend de savoir ce qu'elles ont prévu ensuite, quelles sont les difficultés qu'elles ont rencontrées. Il faut avoir le courage de regarder en face les impacts et de communiquer de façon transparente sur ces impacts et sur la démarche qu'on a mise en place. Oui, c'est vrai que la transparence, ça passe aussi sur le fait de ne pas juste se focaliser sur un détail. Et ça fait l'objet justement du prochain atelier qu'on voulait faire. Donc c'est un quiz des différentes campagnes de greenwashing. Donc le premier, c'est Google Earth Day. Alors greenwashing ou pas? À l'occasion de la journée de la Terre, Google avait sorti ce petit dessin là où le nom de la marque était dessiné dans un arbre, on a des petites feuilles, etc. Alors, de mon point de vue, ça trompe le public sur la réalité de l'engagement de l'entreprise. J'ai déposé une plainte, il se trouve qu'elle a été retoquée par le jury déontologie publicitaire qui a expliqué que Google avait le droit, pour la journée de la Terre, de mettre des petites feuilles, des petits papillons partout. Voilà, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Oui, c'est ça. Alors la suivante, on est sur Back Market.
étiquette. Ils ont l'avantage d'avoir un modèle économique qui leur permet de comparer en fait des objets qui sont neufs avec des objets reconditionnés. Et cette dernière campagne est vraiment intéressante. On a des chiffres qui sont tirés d'études de valeur solides. Et en plus, ce sont des chiffres qui sont assez élevés, donc c'est assez marquant. Il faut aussi quand même donner des bons exemples. Oui, c'est important de montrer qu'on peut faire de la publicité sur ces sujets-là sans tomber dans le greenwashing. Et c'est aussi pour moi un des rôles de la publicité, d'arriver à sensibiliser, informer le consommateur. Maintenant, c'est Netflix. Donc déjà, c'est une vidéo Netflix avec un engagement zéro carbone pour 2022. Ils disent qu'une heure de streaming sur Netflix en 2020 est inférieure à 100 grammes de CO2 en termes d'émissions, ce qui équivaut à conduire une voiture essence sur une distance de 400 mètres. A priori, c'est pas beaucoup. Donc que Netflix s'engage et fasse des efforts, c'est plutôt bien, notamment parce qu'ils proposent aussi des contenus qui permettent de sensibiliser aux enjeux écologiques, etc. Moi, ce qui me gêne plutôt, c'est l'argument de net zéro. Aujourd'hui, c'est totalement illusoire d'avoir une entreprise ou un service qui se présente comme zéro carbone. Les projets de compensation carbone, certains sont de qualité, d'autres sont vraiment à éviter parce qu'on va exproprier des populations, on va tuer la biodiversité pour faire pousser massivement certaines espèces d'arbres qui vont capter rapidement le carbone. Donc on est sur une tromperie qui, je l'espère, va être en tout cas plus régulée en France grâce à la loi climat. Et voilà, alors là après on est sur un acteur international, donc je ne pense pas qu'ils vont changer leur discours juste pour la France, mais on verra bien. Merci beaucoup Mathieu, et donc on vous retrouve sur votre blog, je vais vous mettre le lien dans la description pour analyser toutes les pépites de greenwashing à venir. Merci Pierre. Merci. Au revoir.